Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va débuter ce webinaire, l'éveil d'un peuple. Ce soir, notre invité sera Robin Pitet, qui est collaborateur à l'ASL. Bonsoir à toutes et à tous. Robin se présentera juste après. D'abord, une petite introduction. Petite présentation de l'ASL. L'ASL a été créée en 1980. On va en reparler ce soir de la raison pour laquelle elle a été créée. Aujourd'hui, près de 4000 membres et bénévoles, une association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique et surtout de référence scientifique. De nouveau, on en reparlera tout à l'heure. L'ASL fait des actions sur le terrain, Net-Léman, qui aura lieu le 2 et 3 mai cette année. Si vous comptez y participer, je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour être informé de l'ouverture des inscriptions, de l'information, de la sensibilisation, notamment auprès du jeune public dans les écoles, de la recherche, des enquêtes depuis quelques années, notamment sur la problématique des plastiques, des microplastiques. Et puis, on est toujours là pour accompagner les autorités, faire une veille auprès de ces mêmes autorités pour les accompagner et les aider à participer à l'élaboration des politiques publiques. Petite introduction, L'aimant, l'éveil d'un peuple. Ce titre provient d'une exposition qu'on a animée dans notre centre nature situé aux Eaux Vives à Genève, qui se voulait retracer justement l'histoire de cette implication de la société civile pour préserver le lac. Mais je ne vais pas plus m'étaler sur le sujet parce que Robin Pitet, qui était maître d'exposition pendant cette période de septembre à octobre 2025, septembre à décembre 2025, pardon, nous en parlera bien mieux ce soir. Et justement, Robin Pitet, je ne vais pas me permettre de le présenter car lui-même se connaît bien mieux que moi, et donc je lui passe tout de suite la parole. Parfait, merci beaucoup Adrien. Bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce récit, de cette partie de l'histoire du lac. Peut-être justement pour me présenter d'abord en quelques mots. Je suis responsable de projet à l'Association pour la sauvegarde du Léman depuis la fin de l'année 2023. Et puis dans ce cadre-là, je suis responsable notamment, comme ça a été dit, du centre nature et puis des différents événements qui s'y déroulent, notamment les expositions qu'on a menées à plusieurs reprises, comme c'est le cas pour Léman, l'éveil d'un peuple, la dernière exposition qu'on a mise en place. Euh, et puis, j'ai un profil peut-être un peu atypique qui pourrait surprendre, mais je suis donc psychologue spécialisé dans le changement de comportement. Une des raisons pour lesquelles c'est le sujet et cette histoire du Léman m'a particulièrement intéressé, puisqu'on parle ici beaucoup de changement comportemental et notamment d'un petit groupe a priori minoritaire qui a réussi à changer beaucoup de choses. Donc c'était là l'intérêt aussi de cette exposition, de mettre en avant leur histoire et le fait que c'est possible. Et donc pour ça, c'est ce que je disais, j'ai suivi donc un master en psychologie du développement durable à l'Université de Genève. Je répondrai volontiers aux questions plus en détail sur ma formation qui peut paraître parfois mystérieuse et assez floue pour beaucoup d'entre vous. Je comprendrai tout à fait, il n'y a aucun souci. Et puis, si je dois noter les passions, bah, la passion de la nature de manière générale, le lac, depuis que j'ai découvert l'association pour la sauvegarde du Léman, notamment au travers de mon service civil que j'ai réalisé aussi à la SL. Et puis, une citation qui, je trouve, marche assez bien pour ce soir, donc du Dalai Lama, qui est l'idée que si vous pensez être trop petit pour faire la différence, essayez de dormir avec un moustique, qui, on verra justement, permet d'aborder déjà une dimension importante de ce récit et des acteurs et des actrices qui ont joué un rôle dans le sauvetage du lac de cette époque. Merci beaucoup Robin. Effectivement, on a la chance d'avoir Robin qui gravite dans la sphère ASLienne depuis déjà quelques longues années. Et c'est vrai que ce profil atypique, comme tu le dis, est une grande chance pour l'ASL. Ça permet d'amener une dimension supplémentaire à nos actions. Programme de ce soir, donc on parlera de l'histoire du Léman, on va parler d'eutrophisation, un terme un petit peu barbare, justement comment la société civile est venue à la rescousse de ce Léman qui était en asphyxie pendant près de 40 ans. Et puis finalement, bah, le lac va mieux, mais il est en convalescence.
Et aujourd'hui, bah voilà, en convalescence, mais et demain, qu'est-ce qu'il en sera? Alors, quand on parle d'histoire du Léman, on va pas revenir à l'histoire du Léman qui s'est créée il y a près de 17 000 ans grâce au glacier du Rhône. Ça va être une toute autre histoire que Robin va nous conter. La parole est à toi, Robin. Donc, parfait. Je me réjouis de pouvoir parler et raconter cette histoire du lac, comme l'a très bien entredit Adrien. Et peut-être que la meilleure manière de commencer cette histoire, qui finalement, comme ça a été le cas durant l'exposition, est intéressante de diviser en plusieurs chapitres. Et puis, c'est toujours important de placer un peu le contexte, de comprendre la situation dans laquelle le Léman se trouvait au moment où l'histoire se déroule, ou en tout cas au moment où l'histoire commence. Et donc, pour avoir un peu une vision d'ensemble, la région lémanique a, depuis déjà l'arrivée des premières populations sédentaires à l'époque du néolithique, a représenté un attrait, que ce soit pour différentes raisons, que ce soit pour les ressources qu'elle fournit, ou pour l'emplacement stratégique au niveau de l'Europe, au niveau des transferts de marchandises. Et puis, ces différents attraits ont fait que cette région a toujours été attractive et a entraîné un certain développement démographique, mais aussi économique, notamment via la réforme protestante, avec l'arrivée de beaucoup de familles protestantes en provenance d'Italie, de France et des Pays-Bas. Et puis, on a toujours eu cette vision, cet attrait touristique pour le lac, pour la région lémanique. Et puis, justement, à travers cette région touristique, on a beaucoup utilisé les affiches, comme on peut ici le voir, où le lac est mis en avant et représenté comme un attrait touristique d'importance, comme quelque chose de valorisé, qui est beau avec ses eaux cristallines. Et puis, on verra que donc à cette époque-là, on a vraiment cette vision. Donc là, on se situe juste à la sortie de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on arrive dans les Trente Glorieuses, mais qu'on voit qu'à cette époque, à ce moment-là, à l'introduction de ce récit, eh bien, la pêche est bonne, les liens entre la population et le lac est encore très présent. On peut voir ici une image de Genève-Plage, donc qui est l'équivalent maintenant du quai Gustave-Ador dans les années 30. Donc on voit que la population a régulièrement profite des bienfaits, comme on peut actuellement le voir à la plage des Eaux Vives. On pourrait faire un parallèle assez marquant. Et puis, ce qui va être intéressant ici, c'est de comprendre que finalement, entre ces images-là qu'on a actuellement et qui semblent relativement assez similaires à ce qu'on pourrait observer aujourd'hui, et puis les situations, et puis là, le gap entre ces deux périodes-là, eh ben, on va avoir en fait une toute autre facette du lac qui va être prendre et qui va être l'objectif ici de ce récit qui vous est raconté aujourd'hui. Mais justement, pour comprendre un peu ce qui s'est passé au moment précis de ce récit, je propose de passer à la slide d'après. Magnifique. Donc, comme je l'ai mentionné, ici on se situait dans une période, donc à la sortie de la fin de la Seconde Guerre mondiale, durant la période des Trente Glorieuses, et puis à cette époque, les sociétés de manière générale sont marquées par une volonté accentuée de développement économique à travers notamment le développement technologique, l'innovation, et on va voir plusieurs sphères de vie, plusieurs sphères du domaine de la société qui va évoluer au fur et à mesure du temps et qui va apporter certaines innovations qui vont être malheureusement les causes d'une grosse pollution et d'un virage assez important que va suivre le Léman durant ces années-là, à la suite de ces années-là. Alors, le premier domaine qui est marqué, c'est notamment le domaine de l'agriculture, notamment en raison des pénuries alimentaires vécues durant la Deuxième Guerre mondiale et cette volonté du coup de ne plus manquer. On a cette volonté de développer la, la croissance, de développer, d'améliorer la productivité des cultures, avec notamment l'utilisation de produits phytosanitaires et l'utilisation d'engrais. Donc c'est vraiment l'arrivée, en tout cas le gros développement de ces produits-là. Et puis ça va être un premier aspect important du développement et de qu'est-ce qui se passe à cette époque-là. Et puis en parallèle, on peut aussi identifier des modifications au sein des foyers, puisqu'on va avoir l'apparition de beaucoup de développements technologiques et notamment l'arrivée de l'électroménager dans les foyers, en tout cas des classes moyennes, comme ça pourrait être par exemple des réfrigérateurs, les machines à laver, les lave-linges, etc. Et puis avec l'ensemble de ces technologies, on a aussi des innovations en termes de produits d'entretien, mais aussi aux produits lessives, produits de nettoyage, et tout ça va avoir un lien et on va voir qu'il y a un point commun entre ces deux domaines que sont l'agriculture et les ménages, même si a priori ça paraît plutôt lointain, à voir qu'on a l'utilisation de certaines substances qu'on va retrouver et qui sont à l'origine de cette fameuse eutrophisation dont on parlera bien sûr plus en détail par la suite. Et puis peut-être noter aussi un dernier pendant, un dernier grand domaine qui se développe, c'est l'industrialisation dans la région qui
prend place notamment à travers des entreprises de produits chimiques, comme par exemple Lonza, on en a eu d'autres aussi qui sont installés. Et puis, ces problématiques, ces enjeux, ces entreprises vont développer, vont utiliser des produits importants et puis vont représenter avec, à travers une première pollution, un peu l'image de la conséquence de cette croissance qui s'emballe, puisque dès dans les années 70, on va avoir une grosse pollution aux métaux lourds. J'en parle maintenant puisque on verra que c'est pas le centre de notre récit, c'est pas ce qui nous intéresse, mais cette croissance a une première conséquence marquée à ce niveau-là, au niveau des développements industriels et des pollutions et des rejets de ces industries à cette époque, notamment au travers des pollutions aux métaux lourds, qui est ce premier signal, et puis qui a été relativement vite traité en comparaison avec l'eutrophisation, notamment en raison de la vision grandissante, notamment à travers l'épisode de la Manami de Minamata au Japon, avec une grosse pollution de la population et une grosse contamination de la population aux métaux lourds, qui rendait assez visible et assez clair les conséquences d'une pollution aux métaux lourds et ce qui a encouragé les autorités et les industries à agir rapidement face à cette problématique. En comparaison, on va le voir avec l'eutrophisation. Magnifique. Merci Robin pour cette introduction. Effectivement, bon, tu as parlé d'eutrophisation, ça va être le sujet de cette deuxième partie. Cette quantité de phosphate trop importante dans l'aimant a créé ce phénomène d'eutrophisation, d'asphyxie du lac qui a duré près de 40 ans. Mais Robin va vous en parler bien mieux que moi. Magnifique. Alors effectivement, on a eu un taux de présence du phosphore, qu'on verra que c'est un peu la référence en termes d'évolution de l'eutrophisation durant ces périodes-là. Mais tout d'abord, c'est important de comprendre que l'eutrophisation en tant que telle, c'est un processus naturel qui correspond à un vieillissement des plans d'eau des différents lacs, et puis qui, naturellement, par sédimentation et l'arrivée, notamment le ruissellement d'eau chargée en nutriments, eh bien, va engendrer un changement, un certain vieillissement dont je vais vous parler juste après. Et puis ce processus naturel, en temps normal, par exemple sur un étang, comme vous pouvez le voir sur l'image, prendrait quelques décennies, et puis au niveau d'un lac, prendrait plutôt plusieurs centaines de milliers d'années, mais ça reste quand même un processus naturel. Et puis on va voir que là, au final, ce qui s'est passé, c'est une accélération majeure de ce processus. Euh, pour bien comprendre, on peut juste revenir encore à la slide, pardon, d'avant. Juste bien comprendre ce processus-là. Donc, on voit sur le graphe, qu'est-ce qui se passe? C'est que justement des sédiments et des nutriments, dont le phosphore et l'azote font partie, vont s'accumuler au fur et à mesure du temps, soit par sédimentation, soit par ruissellement, soit par apport notamment de la société, des êtres humains de par leur rejet. Et puis, ce phosphore et cet azote représentent donc un moyen de croissance, permet une croissance rapide des plantes aquatiques et des algues présentes dans les milieux aquatiques et va du coup engendrer au fur et à mesure de son augmentation une augmentation de la croissance de ces végétaux. Et puis ici, on a deux processus parallèles importants à prendre en compte qui vont se présenter et qui vont avoir un impact et faire un peu un effet boule de neige, puisque à la fois l'augmentation de cette végétation va nécessiter et va représenter une augmentation de la quantité de matière organique à décomposer. Et puis, dans ce cadre de ce processus de décomposition de matière organique, on a la nécessité d'utiliser de l'oxygène. Donc, naturellement, ce processus de décomposition engendre une diminution de l'oxygène présent spécifiquement dans les couches supérieures où se trouve la matière à décomposer. Et puis, en parallèle de ça, on pourrait s'imaginer que c'est pas trop un problème, étant donné que puisqu'il y a plus de végétaux, il y a plus d'oxygène également qui est produite, mais la situation n'est pas exactement celle-ci, puisque avec le développement des algues, souvent, on va avoir une turbidité, un trouble de l'eau. L'eau va être plus trouble et du coup va moins laisser passer la lumière et donc forcément va péjorer la croissance des végétaux qui sont au fond du lac, zone qui donc est naturellement en train de s'asphyxier par le besoin d'oxygène pour la décomposition. Et puis ce phénomène est accentué par ce manque de végétation. Et on se retrouve souvent, on verra, avec des situations comme les photos qu'on voit à droite, avec une forte végétation à la surface des lacs ou des plans d'eau, et puis une végétation moindre au niveau du sol, au niveau du fond du lac. Et puis on peut observer justement la différence entre un lac oligotrophe, donc c'est un lac jeune entre guillemets, donc qui est faible en nutriments, où on voit une végétation très faible avec peu de nutriments, une présence réduite d'algues, et puis quand il devient eutrophe en passant par une phase intermédiaire qu'on appelle mésotrophe. Eh ben ce lac
s'enrichit au niveau de la végétation, mais on verra que il s'enrichit au niveau de la biomasse, donc de la quantité de végétaux présents, mais pas forcément au niveau de la richesse des différentes espèces. Et puis du coup, pour revenir à notre récit, maintenant qu'on a vu un peu la théorie, eh bien ici, il faut bien comprendre que dans le cadre de l'eutrophisation du Léman, qu'a subi le Léman durant cette période-là, durant les années, à partir de la sortie de la guerre, à partir des années 50 jusqu'à dans les années 80, eh bien ce processus a été hautement accéléré, notamment par ces améliorations dont je vous ai parlé avant au niveau de la société. En effet, l'utilisation des produits ménagers et des lessives était composée en grande partie de phosphore, et puis justement, ce phosphore fait partie donc de ces nutriments qui augmentent la croissance des végétaux et du coup amènent une eutrophisation accélérée du processus. Et puis il faut aussi avoir en tête au niveau de ces foyers que à l'époque, en plus du fait que ces produits sont nouveaux et représentent un nouvel apport qui n'était pas avant présent dans le lac, eh bien les stations d'épuration n'étaient soit pas existantes, soit très au balbutiement de leur existence, avec des stations beaucoup moins marquées, beaucoup plus de zones dénuées de steppes. Et puis, en plus de ça, le processus de déphosphatation est quelque chose qui viendra beaucoup plus tard dans le processus. Donc, ça veut dire que même si les qualités des eaux qui étaient rejetées elles étaient passées par des steppes avant, eh ben, il y avait de grandes chances que l'ensemble du phosphore ne soit pas capté et soit directement rejeté dans le lac. Et puis, c'est pour ça qu'on va pouvoir observer cette évolution massive et ce fameux chiffre dont on a parlé au travers le sondage, avec une augmentation de la quantité de phosphore qui est passée donc de 10 à 15 microgrammes par litre de phosphore à plus de 80 à la fin des années presque 90, à la fin des années 80. Donc on voit une augmentation qui n'a cessé d'augmenter tout au long des temps, au fur et à mesure du développement, au fur et à mesure que l'agriculture se développait, au fur et à mesure que les foyers s'équipaient en ménage, en électroménager et en utilisation de produits chimiques. Donc on voit qu'ici, on est vraiment sur le début de la catastrophe finalement, puisqu'on a cette eutrophisation qui arrive massive et on a un lac qui se transforme. Des belles images qu'on avait sur les affiches touristiques, eh bien on commence à voir un visage totalement différent du Léman qui se transforme peu à peu, avec notamment les deux images ici qui datent de cette époque. Donc on voit ici bien cette végétation plutôt composée d'algues et de cyanobactéries qui vont se développer à la surface et du coup empêcher le développement de certaines plantes qui se développent depuis le fond du lac. Et puis, on a aussi la faune qui est impactée, puisqu'il faut bien comprendre que cette richesse, elle va entraîner, comme j'ai dit, un développement accentué de la végétation. Mais en fait, on va surtout retrouver certaines espèces qui vont dominer, notamment les groupes d'algues, certaines cyanobactéries, certaines plantes aquatiques, et d'autres plantes qui étaient présentes à l'époque vont peu à peu disparaître ou en tout cas diminuer en termes de population, puisque c'est des plantes qui nécessitent des qualités d'eau supérieures, plus limitées en nutriments. Et puis on a de nouveau cette fameuse couche d'algues qui recouvre le lac et qui empêche la bonne croissance de ces plantes en plus de ça. Et puis ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que ce processus accéléré, comme on l'a vu dans un plan d'eau, eh ben, du coup, il entraîne aussi une réduction de l'oxygène présente dans les couches inférieures du lac. Et puis cela aura aussi un impact du coup sur la faune, puisque en plus que certaines plantes qui ont disparu, du coup, étaient associées, avaient un lien particulier avec certains animaux qui n'ont pas pu continuer à se développer. On en parlera notamment de la macroalgue qui est des groupes des caracées, qui a eu un impact sur la présence de la nétrousse. Mais on a aussi des poissons, typiquement les familles des salmonidés, que ce soit la corégone, que ce soit l'ombre chevalier, qui ont de la difficulté vu que c'est des poissons qui ont besoin du fort taux d'oxygène dans l'eau et puis qui vont en plus favoriser une répartition plutôt dans les profondeurs du lac, donc zone moins oxygénée en raison de cette eutrophisation. Et donc, c'est des espèces qui ont vraiment eu plus de mal à cette époque et dont les populations ont drastiquement baissé. Et puis finalement, ce qui est intéressant aussi ici de comprendre, c'est que cette eutrophisation, elle va pas uniquement impacter la végétation, la biodiversité, la faune, mais elle va aussi avoir un impact direct sur le lien qui existait avant dans les images que je vous ai montrées entre la population et le lac, puisqu'on va avoir tout un ensemble de services écosystémiques qui vont être impactés par ces changements et cette eutrophisation majeure du lac. Tout d'abord, l'image la plus marquante, et c'est d'ailleurs celle qui a été utilisée au travers, que ce soit sur notre catalogue ou sur nos affiches d'exposition, on va avoir un ensemble de plages ou des situations où quasiment la totalité des plages tout autour du lac se voient
fermé en raison de baignades dangereuses, avec notamment ces panneaux qu'on peut voir ici imprimés sur les cailloux, mais il y avait aussi des fois des panneaux directement affichés de baignades interdites. Et pour ça, et pourquoi est-ce que ça a été mis en place? Eh bien parce que cette transformation a entraîné notamment beaucoup de problèmes de risques sanitaires avec des pathogènes qui étaient présents, et du coup un danger pour la santé des baigneurs, et ce qui a entraîné l'interdiction et la fermeture de beaucoup de plages. Et puis un dernier vestige qu'on peut observer encore aujourd'hui de cette époque et des premiers élans de solutions trouvées par les autorités, eh bien, c'est le développement de nombreuses piscines au bord des lacs. On a notamment Genève-Plage, qui est un très bon exemple, où on a en fait, plutôt que de chercher à réparer directement le problème, à améliorer la qualité des eaux du lac, comprendre, eh ben, on a préféré un peu, comme de manière assez symbolique, tourner le dos au lac et construire des piscines au bord de ce lac, même pas des fois au détriment du lac, en empiétant sur celui-ci. Et du coup, on voit encore toutes ces piscines qu'on retrouve autour du Léman, qui sont un peu la marque et les souvenirs de cette époque. Mais évidemment, il n'y a pas uniquement la baignade, et c'est pas le seul problème, il y a même des problèmes bien plus importants qui ont été exactement et qui ont été également touchés à cette époque, puisqu'on a eu une complexification du processus de potabilisation de l'eau. Et puis, c'est la condition, si les situations n'avaient pas changé, si on n'avait pas eu un retour à une qualité d'eau supérieure, on aurait pu arriver à une conséquence drastique qui aurait été de ne plus pouvoir du tout utiliser l'eau du lac pour pouvoir, comme source d'eau potable. Et puis, on peut noter bien sûr aussi l'impact sur les pêcheurs. Comme on l'a dit, certaines espèces de poissons étaient beaucoup moins représentées, notamment les salmonidés, qui sont une espèce très recherchée. Et du coup, il y a eu une perte économique importante. Et on verra que d'ailleurs que ces pêcheurs-là sont les premiers acteurs essentiels dans ce récit, sont les premiers lanceurs d'alerte qui ont permis de faire bouger les lignes. Euh, et donc, c'est pour ça aussi que justement, on a cet intérêt à partir de ces éléments, à partir de ces services qui ont été impactés, de comprendre finalement maintenant qui sont les personnes qui, face à ces situations, ont essayé de faire bouger les choses. Merci beaucoup, Robin. Et rappelons qu'aujourd'hui, c'est près de 900 000 personnes, plus de 900 000 personnes qui utilisent chaque jour l'eau du lac comme source d'eau potable. Donc, grâce à la société civile, grâce aux efforts qui ont été mis en place par plein d'acteurs, on a la chance de pouvoir bénéficier aujourd'hui de cette eau de qualité et il faut en être reconnaissant. On va justement dans le prochain chapitre regarder, découvrir quels sont ces acteurs qui se sont impliqués pour préserver cette ressource, la ressource en eau. Donc du coup, Robin, est-ce que tu peux nous parler de cette société civile qui est venue à la rescousse du Léman à l'époque sous asphyxie? Mais avec grand plaisir. Effectivement, comme on va voir, l'Association pour la sauvegarde du Léman, au final, c'est un peu le résultat d'une série d'acteurs et d'actrices qui se sont mobilisés auparavant, dans les années précédentes, et qui vont entraîner, avec l'accumulation de tout ça, la création de cette association, raison pour laquelle, on va dire, elle n'apparaît que en 1980. Les premiers acteurs essentiels, comme je l'ai expliqué juste avant, ce sont les pêcheurs. Les pêcheurs ont toujours joué un rôle de lanceur d'alerte. C'est eux qui sont au contact du lac, qui voient notamment l'évolution des populations piscicoles, et puis qui peuvent et qui ont à l'époque évalué, estimé et manifesté la présence d'une mortalité élevée de ces populations, et qui ont donné l'alerte en mettant en avant justement les problématiques, en observant les changements au quotidien au travers leurs pratiques et puis au travers l'expérience qu'ils pouvaient avoir du lac. Donc, comme souvent, et comme pour beaucoup de problématiques, les pêcheurs sont à l'origine et sont les premiers lanceurs d'alerte, comme on aime à les appeler, face à ce genre de problématiques que pourrait rencontrer le lac, et les premiers à essayer de mobiliser pour essayer de faire changer les choses. Et puis, c'est notamment grâce à l'appel de certains pêcheurs professionnels de l'époque que l'Union générale rhodanienne, qui est une association à l'époque régionaliste qui regroupe des villes de la vallée du Rhône, et qui a en son sein Francis Marius Messerli, qui est à l'époque médecin hygiéniste. C'est suite à cet appel que ce médecin hygiéniste va décider de lancer des évaluations de la qualité des eaux du lac. Donc on voit qu'il y a déjà une première relation, c'est parce que les pêcheurs ont donné l'alerte
donc les personnes de la société civile qui ont donné l'alerte, notamment auprès d'associations, aussi représentantes de la société civile, que des évaluations ont pu se mettre en place par des différents laboratoires, par des scientifiques, et ça met en avant justement le rôle des scientifiques ici, avec des premières analyses qui ont été réalisées par différents laboratoires savoyards, vaudois, valaisans, genevois, suite à l'impulsion justement de ce Francis Marius Messerli. Euh, et puis, finalement, ce sont les prémices ici de qui sera fondé en 1963, qui est la CIPEL, donc la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman. Et donc, ce qui avait un statut un peu officieux à partir de 1957, date des débuts des premières analyses, jusqu'à du coup à l'officialisation du statut de la commission, eh ben, est apparu du coup comme cette fameuse commission, cette CIPEL. Et puis, cette CIPEL, pour en quelques mots, pour expliquer l'organisation, on avait toujours ces scientifiques qui menaient des analyses tout autour du lac pour comprendre l'état de santé du lac, les dangers, les pollutions qu'il subissait. Et puis, suite à ces rapports-là, une commission se réunit une fois par année avec des membres à la fois des délégations des deux nations, donc suisse et française, avec des représentants, soit des représentants des ministères, des préfets, des départements, et puis ensuite des fonctionnaires fédéraux, des conseillers d'État, des cantons riverains. Et puis ensemble, sur la base de ces rapports, de ces expertises menées par des scientifiques, eh bien du coup, ils élaborent des recommandations à destination des gouvernements suisses et français pour encourager certains comportements, certaines prises de mesures afin de d'améliorer la qualité du lac. Et puis à cette époque, les premières recommandations qui vont être émises se concentrent notamment sur le phosphore et recommandent surtout la mise en place d'un processus de déphosphatation au sein des steppes. Comme je l'ai dit, à cette époque, c'est pas du tout quelque chose qui est acquis, c'est même pas du tout quelque chose qui existe, qui est mis en place à l'heure actuelle. Et donc, une des premières recommandations, donc, c'est de mettre en place ce processus pour limiter l'apport de phosphore dans le lac via justement ces canaux des foyers, des productions qui sont émises par l'utilisation de produits ménagers ou de produits lessives. Et puis, on voit aussi que, à fur et à mesure, ils sont aussi intéressés à l'imposition auprès des industries, en demandant notamment d'imposer aux industries l'élimination du phosphore et des autres substances toxiques. Donc, on voit que les recommandations ont évolué un peu au fil des ans et au fil de l'urgence aussi de l'état du lac, avec des fois des actions un peu plus centrées justement sur la source du problème plutôt que d'agir à la fin, typiquement avec des steps. Et puis ici, on rentre dans un autre acteur, un autre ensemble d'acteurs qui est le rôle des médias. Et on va voir qu'il a une importance capitale puisqu'il va être à l'origine de beaucoup de mouvements et beaucoup de sensibilisation et de prise de conscience de l'urgence d'agir à l'époque. On voit ici par exemple une tribune du journal Le Matin, où justement on met en avant l'idée que selon les analyses, selon les expertises, le Léman n'a plus que 3 ans à vivre, c'est-à-dire que sous 3 ans, le lac pourrait basculer vers un pendant où il serait impossible de revenir en arrière et de pouvoir restaurer la qualité des eaux du lac. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le rôle des médias, c'est particulièrement l'apparition des télévisions dans les foyers. Il faut savoir qu'à partir des années 70, la télévision devient un média de masse avec un foyer sur deux qui est équipé de télévision à cette époque. Et puis, pas comme aujourd'hui, mais on a ici plus ou moins une chaîne, notamment réalisée par la télévision suisse, avec une mission claire qui est d'informer, d'éduquer et de divertir. Mais cet engagement, cette création de cette télévision, la mise en place et le développement de cette télévision suisse va entraîner l'émergence d'un journalisme d'investigation qui va très vite reprendre et représenter une sorte de contre-expertise des questions et des savoirs et des communications officielles qui émanent soit des autorités, soit des industries. Et puis, dans ce cadre-là, dans ce cadre de ce développement de journalisme d'investigation, plusieurs reportages vont être menés sur le rôle à la fois des produits lessifs, comme l'a fait Catherine Valli en 1978, où elle étudiait justement la composition des poudres à lessive et puis elle mettait en avant l'impact que ça avait sur la qualité des eaux et puis quelles alternatives possibles pourraient être remplacées pour remplacer typiquement le phosphore. Et puis on a un autre reportage capital pour la création justement de l'association qui a servi de catalyseur à cette création de l'association pour la sauvegarde du Léman, qui est le reportage Le Léman, une agonie surveillée, qui est un reportage réalisé dans le cadre de Temps présent par Bernard Mermot avec Éric Burnand comme journaliste et qui a été diffusé en 1979, donc juste avant la création de l'ASL, c'est pas pour rien. Et puis, en fait, ce reportage va avoir un grand impact, que ce soit du côté suisse ou du côté français du Léman, puisqu'il va vraiment mettre en avant les, euh,
pas les mensonges, mais les contradictions existantes entre les communications étatiques et dans les certains journaux qu'on peut retrouver, où on annonce plutôt que le lac va bien, que la qualité du lac s'améliore, et en fait un état réel du Léman euh, qui est mis sur le devant avec de nombreuses analyses. Un journaliste, comme je dis, d'investigation, ils vont pour le coup, le reportage est disponible sur RTS Archive et je vous le recommande fortement, puisqu'on voit vraiment à l'époque les méthodes qui étaient mises en place où ils sont vraiment allés sur le terrain, réaliser des analyses qui ont été ensuite réalisées, enfin données à des laboratoires pour avoir des rendus, des comparaisons de ce qui était communiqué officiellement et puis des résultats eux obtenus, notamment au niveau des industries. Et puis, ils vont du coup mettre en avant le problème notamment d'application de certains règlements, comme par exemple la déphosphatation dans les steppes, puisqu'à cette époque, une loi et une ordonnance fédérale avaient déjà été mises en place et recommandaient et obligeaient le rejet d'eau qui, avec une quantité limitée de phosphore. Et puis, en fait, ce qu'ils ont aperçu à ce moment-là, c'est que c'était pas du tout respecté, que sur l'ensemble des 17 stations d'épuration, si je dis pas de bêtises à l'époque, eh bien, seule une ou deux respectaient ces normes-là, alors même que c'était quelque chose qu'on considérait comme acquis et qu'on pensait que toutes ces steppes le faisaient de manière naturelle et automatique. Et du coup, on a mis en avant vraiment des problématiques et des manques d'application de certains règlements. Et puis, ça a donné justement euh, cet élan pour justement s'opposer et en tout cas commencer à lutter pour la santé du Léman avec des chiffres et des données assez alarmantes qui montraient qu'on avait un besoin d'agir, de réaction pour pouvoir espérer justement sauver le lac comme le montre cette affiche de journée. Et puis, c'est dans ce cadre-là, suite à ce reportage, et notamment suite à une conférence au Musée d'Histoire naturelle de Jean-Bernard Lachavanne, qui est un des cofondateurs de cette association, sous l'impulsion d'autres associations genevoises, Groupe 22, Arcadie et Institut de la Vie, que va se créer, qu'il est décidé de mettre en place et de développer, de fonder une association pour la sauvegarde du Léman, qui a comme objectif, donc, de sensibiliser la population à la problématique de la pollution des eaux lémaniques qu'elle rencontrait à cette époque et puis qui avait aussi comme importance, comme principale mission, d'informer sur l'urgence de prendre des mesures à cette époque pour protéger la qualité des eaux et protéger le fonctionnement du lac. Ici, on peut voir plusieurs personnes représentées. Donc, il faut savoir que le comité, au moment où il a été fondé, il était représenté par différents membres, tant scientifiques que pêcheurs professionnels, que médecins, que riverains. Donc, on avait une équipe assez pluridisciplinaire, assez de milieux variés, qui avait à cœur et en commun la protection du Léman. Et puis, on peut mentionner justement trois personnes qui ont beaucoup permis de développer cette association à cette époque et pour certains encore maintenant. On a notamment donc Jean-Bernard Lachavanne qui a été le président de l'association dès ses débuts et puis ce pendant 42 ans jusqu'en 2022. Et puis on a également Raphaël Juge, donc c'est les deux personnes du milieu exactement. Voilà, merci Adrien pour le laser et Raphaël Juge, qui est donc cofondatrice également de cette association à l'époque, membre du comité, et puis qui est notre rédactrice en chef depuis des années, notamment au travers les textes du Lémanique, et du coup qui est encore active à l'heure actuelle. Et ces personnes-là, elles ont justement représenté un rôle majeur. On a aussi Max Rien qui était présent depuis le départ, donc tout à droite effectivement de l'image. Donc c'est ces personnes-là qui ont permis de lancer cette association et de la développer en suivant ses objectifs qui ont été mentionnés précédemment. Et puis, un des premiers enjeux pour réussir à sensibiliser, informer la population, ça a été de créer une exposition qu'on appelle Nous n'avons qu'un Léman, et puis qui fera finalement une exposition itinérante qui va faire le tour de nombreuses communes riveraines, dans laquelle, en fait, il est expliqué les enjeux liés à la préservation du lac, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les états actuels du lac et pourquoi il est important d'agir. Donc, était réellement un moyen de communication et de sensibilisation du grand public. Et puis, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à cette époque, l'écologie en tant que science, elle est encore plus reconnue, c'est quelque chose de très récent, qui n'est pas forcément encore prise au sérieux, non plus au niveau idéologique et politique. Elle est souvent méprisée par les partis traditionnels, les acteurs économiques et étatiques. Et donc, les débuts de l'association vont être assez compliqués quand justement des personnes de la société civile viennent remettre en question le travail de certaines autorités. Et il va falloir un grand travail, environ 10 ans, pour pouvoir réussir à créer donc une communauté, une population qui suivent, qui deviennent membres de cette association et qui vont lui apporter une certaine crédibilité, une reconnaissance qui va leur permettre de sensibiliser à large échelle, d'avoir une influence et de se placer comme une référence en termes de préservation du Léman, mais aussi d'autres plans d'eau par la suite de l'histoire de l'ASL.
Et puis, on peut aussi noter, pardon, ouais, je vais juste dire un petit mot sur la photo de droite. Donc ici, on voit le groupe qui a été développé, un groupe français qui a été développé à partir de 1984 par Guy Barouin tout à droite et Alain Gagnère tout à gauche, et puis qui a été rejoint ensuite par Jean-Marcel Doriot au milieu. Et cet objectif ici, c'était donc de tout temps d'être présent à la fois sur la Suisse et la France, mais d'avoir un groupe dédié au territoire français avec une meilleure compréhension aussi des enjeux culturels et politiques, du fonctionnement politique de l'époque pour pouvoir mieux se faire comprendre, mieux se faire accepter et reconnaître en tant qu'association. Et puis, on arrive ici en 1986, puisque l'un des gros combats principaux, les premières luttes de l'association a été de militer pour l'interdiction des phosphores, des phosphates dans les produits lessives. Et ils vont réussir à l'aide, notamment, enfin, avec l'aide en participant, en rejoignant plusieurs ONG qui militaient pour la même chose, à obtenir cette interdiction qui sera mise en place du coup en 86, acceptée en 85, et qui va du coup interdire l'utilisation, la présence de phosphore dans les produits lessives et qui va aussi limiter la concentration de cette substance-là à 8% dans les produits pour les lave-vaisselle. Donc c'est un premier gros succès de la société civile puisque cette interdiction, elle émane des combats du lobbyisme qui a été réalisé par ces ONG, par ces organisations de la société civile pour essayer d'améliorer la qualité des eaux. Là, on parle beaucoup du Léman, mais il y a aussi des associations, bien sûr, qui ont agi pour d'autres plans d'eau ou l'eau, la qualité de l'eau de manière générale en Suisse. Et donc, ça, c'est un premier gros succès de la société civile. Et puis, au niveau français, il faut savoir que plusieurs restrictions vont être amenées au niveau de la quantité de phosphore présent dans certains produits, mais l'interdiction suivra que en 2017, où elle sera complètement interdite dans les produits lessives. Magnifique. Merci Robin. Donc on a un lac qui va mal, on a une société civile qui prend le problème à cœur et qui se bat, et donc on a un lac qui forcément devrait aller mieux, un lac qui est toujours en convalescence. Un lac en convalescence, donc le lac qui va aller mieux, et ça c'est grâce au travail de tous ces lanceurs d'alerte dont tu nous as tiré le profil, mon Robin. Qu'en est-il du coup de ce lac en convalescence? Alors effectivement, donc on va avoir suite à ce premier succès qui va être suivi de toute une série d'actions de la société civile, mais aussi d'améliorations dont on vous parlera par la suite, qui auront été nécessaires pour améliorer finalement quand on regardait les provenances, les sources des analyses de la CIPEL, d'où venait finalement ce phosphore qui arrivait dans le lac. Et bon, on voyait que c'était environ un tiers qui venait des produits lessives ou des produits des foyers, des produits ménagers. Donc il y avait encore ce besoin d'aller chercher les autres sources. Et puis c'est notamment ce qui a été fait par l'Association pour la sauvegarde du Léman sur la base de ces résultats, de ces analyses. Ils ont identifié que 30% de la provenance du phosphore n'était pas connue, n'était pas identifiable. Et du coup, ils ont eu cette idée de mener un projet d'ampleur qui mobilisait justement une grande partie de la société civile, puisqu'ils ont décidé de faire un inventaire des rejets polluants sauvages et des dépôts des déchets le long des berges sur l'ensemble du réseau hydrologique lémanique, soit sur à peu près 1800 kilomètres. Et c'est bien sûr grâce à l'aide de nombreux bénévoles, près de 3000 bénévoles qui ont pris part à ces analyses, à ce projet d'importance qui a débuté donc en 1990 et qui aura duré le premier volet jusqu'en 2004, soit 14 ans, et du coup qui va permettre d'identifier bon nombre de sources de produits polluants, plus de 6000 tuyaux qui ont été identifiés et qui ont ensuite pu être annoncés aux communes sur lesquelles enfin, où elles se trouvaient pour pouvoir demander des actions, des mises en réglementation de ces rejets, de la fermeture de ces rejets et la dépollution des ruisseaux ou des affluents concernés. Et donc ça a été un gros projet qui avait pour objectif justement de continuer cette idée de réduire les sources. Alors là, on parle de phosphore, mais on parle aussi des autres pollutions potentielles suite à des produits chimiques ou à des dépôts de pollution plastique, par exemple. Donc c'est déjà quelque chose qui a été, enfin c'est à la suite du combat de l'Association pour la sauvegarde du Léman, avec cette volonté d'impliquer, on retrouve encore à l'heure actuelle, d'impliquer la population, d'impliquer des bénévoles dans ce genre de projet de sciences participatives. Et puis, cette première grosse opération sera suivie de deux volets qui ont pour but d'analyser les
des mesures qui ont été prises ou non par les autorités, par les communes qui ont été averties, pour voir si ce sont des rejets qui ont été assainis ou non, et pouvoir potentiellement recommander à nouveau de la prise en charge de ces différents rejets. Et puis, bien sûr, en parallèle de ce gros projet qui a eu lieu, plusieurs autres projets à prendre en place, mais il y a quand même tout un autre axe qui s'est développé et qui a continué dans la même continuité que cette exposition, Nous n'avons qu'un Léman, qui avait été développée en 1981. Eh bien, l'ASL va continuer à développer des axes de sensibilisation avec plusieurs campagnes qui vont être développées pour sensibiliser aux enjeux liés à la qualité de l'eau, notamment une grande campagne L'eau, c'est la vie, qui se fera au niveau national et avec notamment l'utilisation de sachets de sucre et de pots à de crème pour pouvoir justement diffuser ces illustrations montrant les mauvais comportements ou les bons comportements à adopter et pourquoi est-ce que cela posait problème au niveau du lac. Donc pour vraiment sensibiliser la population à ces enjeux de préservation de qualité de l'eau. Et puis on a aussi euh, d'autres flyers qui ont été développés, d'autres projets de communication à différents types de destinations qui étaient adaptés à certains publics. On a eu des projets de communication, de sensibilisation au niveau des navigateurs et des navigatrices, mais aussi au niveau des riverains, au niveau des agriculteurs et agricultrices. Donc on a eu différents types de communication. On a ici plusieurs exemples qui ont été montrés avec typiquement pour sauver le Léman, mouillez-vous, qui est aussi une autre campagne pour encourager la population à agir et à faire des comportements adéquats pour préserver au mieux le lac. Et puis, on a aussi tout un pôle qui s'est développé, qui est l'animation, la réalisation d'animation pour les jeunes, que ce soit au niveau des classes, mais aussi au niveau de certaines maisons de quartier, d'autres groupes hors des écoles, qui a pour cette volonté de sensibiliser, de montrer l'importance au lac dès le plus jeune âge pour espérer créer ce lien d'importance et que ces jeunes puissent ensuite intégrer l'importance de la préservation du lac dans leur comportement quotidien au fur et à mesure de leur vie. Et puis, bien sûr, il y a eu aussi toute une part importante de dialogue avec les autorités, ou comme typiquement avec l'ORP, ça a été le cas, l'objectif de dialoguer, d'essayer d'amener des propositions, d'amener des solutions, et puis de représenter justement cette expertise en matière de préservation du lac pour pouvoir espérer améliorer la situation avec les différentes parties prenantes des enjeux associés au lac. Et puis, notamment grâce aux travaux de la société civile, mais pas que, on a aussi toute une série d'améliorations, notamment au niveau de l'efficacité des stations d'épuration, mais aussi de la manière des méthodes employées pour les cultures en agriculture pour limiter justement l'utilisation d'engrais. Eh bien, un ensemble de mesures d'ajustement va être mis en place et va permettre à cette fameuse ligne rouge qui était montée tout en haut juste dans les années 1980, eh bien de redescendre progressivement jusque à l'année 2025. Ici, on n'a pas encore les données pour 2025, pour 2024, où on voit qu'on a un retour quasiment identique au niveau post-phénomène d'eutrophisation, post-pollution au phosphore, pré-pollution au phosphore, pardon, où on est retrouvé du coup à un niveau assez standard, un objectif visé notamment par la CIPEL, donc qui est entre 10 et 15 microgrammes par litre, et puis à l'époque on était à 15, et puis ici on se retrouve aux alentours de 17, si je dis pas de bêtises actuellement. Donc on voit on a retrouvé un niveau, on est redescendu sous un seuil plutôt mésotrophe, on est dans un cas de lac entre deux intermédiaires, et puis c'est grâce à toutes ces actions qui ont été, et ça c'est aussi l'intérêt aujourd'hui, et c'est pour ça que j'en reparle maintenant, de comprendre que c'est sous l'impulsion de la société civile et des premières luttes, des premières protestations qui ont eu lieu pour justement prendre des mesures nécessaires et vitales à la survie du lac, que l'ensemble de ces actions se sont développées, même si elles ne sont pas toutes issues directement de la société civile, elles ont été l'influence indirecte de celle-ci. Et puis, avec l'amélioration de la qualité des eaux, on a pu retrouver finalement notre accès à la baignade, qui est toujours ce symbole de lien entre la population et le lac. Cette population qui avait pu lui tourner le dos justement en privilégiant l'utilisation de piscines, eh bien du coup, elle a pu peu à peu retrouver, recréer ce lien qui existait au travers de la baignade. Et là, on voit par exemple à droite une carte de l'état des plages et puis de la sécurité, de la qualité des eaux des plages et qui montre que justement, à l'exception d'une plage, l'ensemble pourrait être ouverte et la baignade, enfin, elles sont propices à la baignade. Et puis, on a donc dès 1995-96 pour cette carte-là, un retour à la possibilité de recréer ce lien qui a été perdu pendant quelques années, avec une possibilité, une restauration d'un lien qui avait été abîmé et puis potentiellement cassé.
Et puis ici, on a encore l'importance de parler de l'enrichissement de la biodiversité. Finalement, cette biodiversité a été fortement impactée, comme ça a été expliqué avant dans le chapitre de l'eutrophisation du lac. Mais il faut savoir que au fur et à mesure des années, bien sûr, ça a pris plus de temps pour restaurer, comme bien souvent que ça a été pris pour réduire, pour détruire, pour péjorer cette biodiversité. Mais on a le retour de certaines espèces, notamment la carassier dont je vous parlais, qui est ici en fond sur cette slide, qui est donc une macroalgue très sensible à la qualité de l'eau et qui, avec l'amélioration de la qualité, a pu se redévelopper dans le Léman. Et puis, avec son retour, on a le nez rousse, c'est toujours un exemple très marquant qu'on utilise. Et si on suit vraiment l'évolution de la qualité des eaux du lac, ou la taux de phosphore présent dans l'eau, et puis on voit que, bah, au fur et à mesure que ça descend, on a la caracée qui augmente. Et puis, juste derrière l'évolution de la caracée, on a l'évolution des populations de nez rousse qui augmente également. Donc, on voit vraiment ce lien très important, très marqué. Et puis, c'est un symbole puisque globalement aussi, on a eu un enrichissement avec une réapparition de certaines espèces de plantes aquatiques notamment qui sont réapparues alors qu'elles avaient disparu durant l'épisode d'eutrophisation, et puis le redéveloppement de certaines populations piscicoles qui ont pu se redévelopper à la suite des améliorations de la qualité des eaux du lac. Merci beaucoup, Robin. Effectivement, hein, ces macro-algues sont un indicateur de bonne qualité des eaux et le retour de la netrousse en est un visible à la surface. Et personnellement, c'est un de mes oiseaux préférés et ça fait plaisir de pouvoir l'observer tout au long de l'année. On va aborder la dernière partie, du coup le léman d'aujourd'hui, qu'en est-il et surtout, et demain, je rappelle que le lac est en convalescence. Du coup, Robin, qu'en est-il du Magnifique. lac de demain? Tout à fait. Eh bien, en fait, ça nous amène aussi à l'objectif de raconter cette histoire qui, des fois, mérite d'être rappelée ou apprise par certaines générations qui n'ont pas vécu cette période. Puisque malheureusement, dans un conte parfait, l'histoire se terminerait là et tout le monde verrait heureux et aurait beaucoup d'enfants. Mais dans le cadre du Léman, eh ben, c'est pas si simple, puisque malheureusement, on a un droit à un volume 2 avec des nouvelles menaces qui émergent à l'heure actuelle. Et puis, l'objectif ici, c'est pas non plus de repartir sur uniquement du négatif, mais d'essayer de s'inspirer, on verra après, de s'inspirer de ce qui a été fait par ces acteurs, par le rôle qu'a joué la société civile face à l'eutrophisation qu'a subi le lac durant cette période pour essayer justement d'agir et de prendre à notre tour le relais et essayer d'agir face à ces différentes menaces qui existent à l'heure actuelle. La première étant justement les pollutions, notamment pollution plastique, qui représente une pollution un peu d'importante majeure au niveau du lac, avec comme Adrien l'a très bien dit, 100 tonnes qui arrivent chaque année, et puis avec différentes sources qui ont été identifiées, des sources sur lesquelles un individu en tant que tel peut adopter plusieurs comportements permettant de limiter les pollutions, les intrants, et puis d'autres sur lesquels il est aussi important forcément d'agir au niveau structurel, au niveau étatique. Donc là, c'est aussi l'objectif de d'identifier justement ces comportements-là pour finalement pouvoir savoir quelles sont les recommandations à faire à ce niveau-là pour limiter cette pollution. Ensuite, on a donc une autre problématique qui sont les espèces exotiques envahissantes, donc ces espèces qui ont été amenées d'ailleurs d'un autre milieu, introduites dans le milieu du Léman ou de ses proximités, comme c'est le cas pour la renouée ici qu'on a là, les renouées asiatiques, et puis qui donc posent un problème pour la biodiversité locale en du coup péjorant leur développement. Au niveau de la renouée asiatique, on a aussi la moule quagga totalement, non, totalement, tu peux déjà passer sur la suite. Donc c'est un autre très bon exemple, peut-être encore meilleur exemple au niveau du lac des espèces exotiques envahissantes que la moule quagga, donc arrivée environ en 2014, en tout cas dans les premières identifications, et puis qui s'est développée de manière exponentielle dans le lac avec un gros enjeu au niveau de la biodiversité, puisque cette moule se nourrit énormément de plancton, se développe énormément en grande quantité, c'est des populations immenses qu'on a dans le lac, et du coup qui donc volent cette ressource alimentaire à la base de la chaîne alimentaire au détriment d'autres espèces, en plus d'envahir certains milieux, empêchant le développement de certaines plantes aquatiques. Donc c'est réellement une espèce qui pose actuellement le plus problème au niveau des espèces exotiques envahissantes. Et puis finalement, on peut noter les risques liés au réchauffement climatique, qui sont des risques complexes, pas encore totalement connus, mais on peut notamment identifier l'importance du brassage, le rôle du réchauffement climatique dans l'absence de brassage complet du lac. Donc le brassage, phénomène important, qui permet d'oxygéner
couche inférieure du lac qui n'aurait pas accès à, parce que trop profonde, donc pas de végétaux, pas de phytoplancton pouvant oxygéner, et du coup qui ont besoin de ce brassage. Donc c'est normalement à une période hivernale où les eaux de surface et les eaux du fond atteignent une température similaire et peuvent donc se mélanger. Et puis il y a aussi un intérêt pour les eaux de surface avec l'apport de nutriments permettant le développement justement de ce phytoplancton. Et puis donc qui est impacté notamment par le réchauffement climatique et le réchauffement des eaux, et puis donc qui représente aussi un nouveau risque à l'heure actuelle. Et puis l'objectif, donc, comme je l'ai dit, c'est pas de finir sur une mauvaise touche, une touche négative en disant que finalement il y a encore plein de nouveaux problèmes qui sont apparus, mais c'est plutôt d'inspirer justement, d'inviter à s'inspirer des acteurs et des actrices dont on a parlé aujourd'hui pour pouvoir justement essayer de prendre en main ces problématiques, apporter des solutions, essayer de trouver des moyens d'action, que ce soit au travers le bénévolat, comme on a ici au travers nos différents projets de lutte contre la renouée, l'élément qu'on a ici en photo, ou encore les projets de sciences participatives, comme ce fut le cas de Plastoc qui a été mené au sein de l'ASL, mais aussi à plus large échelle en termes de mobilisation et de de conscience de l'importance du rôle de la société civile dans la prise de mesures nécessaires face à certaines problématiques. On parlait du lac, mais on peut aussi s'inspirer à d'autres échelles euh, de problématiques environnementales qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup, Robin, pour cette très riche présentation. C'est vrai que le cas du phosphore est un très bel exemple. C'est vrai que quand on parle de problématiques environnementales, bah, les médias notamment dépeignent toujours un tableau qui est assez catastrophique. Et c'est important de garder en tête cet exemple-là, qui est un cas d'école de cette société civile, de tous les acteurs de notre société qui se sont regroupés, qui ont pris le problème à bras-le-corps et qui ont trouvé des solutions. Et on voit qu'aujourd'hui, cette problématique a réussi à être résolue avec une qualité des eaux du lac, si on prend l'indicateur phosphore, qui atteint de nouveau un niveau écologique acceptable. Et je crois qu'il faut vraiment garder ça en tête pour garder une note positive, comme tu l'as dit, Robin, c'est important. C'est tous ensemble qu'on arrive à trouver des solutions et ça fonctionne. 40 ans, ça peut paraître long, mais pour pour l'environnement, c'est pas très long. N'oublions pas que l'environnement a une capacité de résilience assez extraordinaire. Donc, utilisons-la et gardons cela pour le futur, cette belle note positive. Merci beaucoup encore, Robin, de nous avoir partagé ce savoir. On va maintenant passer au temps de questions et réponses. Du coup, on a une question de Marie-Louise. Je ne sais pas si Robin, tu as la réponse par rapport au lac de Sempart dans le canton de Berne, qui pareil a souffert d'asphyxie. Il est réoxygéné de manière artificielle. Je ne sais pas si tu as connaissance des systèmes qui sont utilisés pour réoxygéner ce lac. Alors, pas du tout. J'avais vu les systèmes mis en place au Canada, vu qu'ils avaient des problèmes similaires dans les dernières années, mais je n'ai pas connaissance de ce qui a été mis en place au niveau de ce lac spécifique. Et du coup, au Canada. Alors, au Canada, je sais qu'il y a eu plusieurs possibilités, notamment l'apport d'un tuyau avec un apport en oxygène, mais forcément qui est déjà limitant et forcément aussi adapté à des lacs de taille enfin, beaucoup inférieure à ce qu'est le Léman. Euh, donc j'ai pas de connaissances au niveau des lacs canadiens de solutions qui pourraient s'appliquer à un lac de l'envergure du Léman. Non, je crois qu'effectivement, hein, c'est des systèmes de réoxygénation avec des tuyaux. Il faut que les bulles soient suffisamment fines et petites pour pouvoir ensuite se dissoudre et que l'oxygène se dissolve dans l'eau pour permettre de réoxygéner le fond du lac quand il souffre d'asphyxie. Du coup, les autres lacs de Suisse, est-ce que eux aussi ont évolué de la même façon ou est-ce que le Léman est vraiment un cas unique en Suisse ou dans la région?
Alors justement, au final, les changements sociétaux qui ont été décrits au tout début en introduction, qui amènent en fait à cette problématique qui est l'eutrophisation dans le lac, eh bien évidemment, elle s'est développée au niveau national et puis même au niveau international. Donc on a eu cette problématique qui est apparue dans les différents lacs suisses, avec plus ou moins d'implications et plus ou moins de dommages en fonction forcément de l'influence démographique de la région, et puis de l'importance de l'agriculture, notamment qui a eu un rôle. Donc, on a eu des lacs avec une agriculture très proximale qui était très développée, donc forcément qui a amené une grande quantité d'engrais directement dans les eaux. Et puis, on a des lacs qui étaient un peu plus naturels, plus isolés, qui ont un peu mieux résisté. Mais il faut savoir que globalement, c'est une tendance qui est apparue dans l'ensemble des lacs et puis qui a été restaurée de plus ou moins bonne qualité en fonction des différents lacs, mais notamment grâce à, en fait, à tout ce qui a été entrepris, puisque les ordonnances fédérales dont on a parlé aujourd'hui bah, s'appliquaient aussi aux différents plans d'eau du reste de la Suisse, et du coup ont permis aussi cette amélioration, notamment aussi dans les pratiques de l'agriculture. Donc il y a eu une application assez nationale qui a permis globalement une bonne restauration des eaux du lac. Et peut-être je me permets en complément, on parle donc de success story du Léman par rapport à ce retour à un état, enfin, d'avoir réussi à arrêter cette asphyxie. Euh, c'est un cas d'école et à l'échelle mondiale, c'est peut-être le seul grand lac qui subit cette pression anthropique qui a réussi à le faire. Le lac Erie, par exemple, en Amérique du Nord, souffre encore beaucoup d'eutrophisation avec un lac qui peut être très vert, des gros blooms planctoniques euh, liés à cette eutrophisation. On a des délégations russes, chinoises qui sont venues rencontrer l'ASL par le passé pour venir apprendre et savoir comment est-ce que l'ASL et pas que avait réussi à résorber cette pollution. On a une dernière question. Est-ce qu'on a assisté à une mobilisation des citoyens et des citoyennes après les premiers lanceurs d'alerte sur la qualité des eaux, ou est-ce que c'est plutôt la baignade qui a été interdite qui a fait bouger les gens? Alors, de ce qu'on avait observé, en tout cas de ce qui a été notamment réalisé au travers le reportage donc réalisé par Eric Burnand, en fait, c'est vraiment ce reportage-là qui a permis de faire prendre conscience à la population les enjeux liés à la survie du lac et l'état actuel catastrophique qu'il en était. Donc, si je dois identifier vraiment quelque chose un déclencheur au niveau de la société, au niveau de la population, c'est vraiment celui-là. On a notamment aussi beaucoup de projections qui ont été réalisées dans les différentes communes françaises parce que justement, ce type de reportage n'était pas réalisé du côté français et ça a beaucoup plu d'avoir l'objectivité de cette contre-expertise apportée par ce journaliste d'investigation et puis qui a mis sur le devant justement les enjeux et la situation dramatique et la nécessité de prendre des mesures. Donc pour moi, ça, c'est le premier gros acteur de la mobilisation, le premier catalyseur de cette mobilisation citoyenne. Et puis après, il y a tout le travail donc de l'association à plus large échelle, l'Association pour la sauvegarde du Léman, qui a pour but d'aller encore plus sensibiliser les différentes populations et puis de faire comprendre les enjeux et puis de la nécessité d'agir. Donc pour moi, c'est un peu voilà les deux grands acteurs qui ont joué vraiment ce rôle de mobilisation sociale et citoyenne. Merci beaucoup, Robin. Vous pouvez voir à l'écran les animations de ces prochains mois. Beaucoup d'animations au Centre Nature, l'Espace Léman à Genève. Des informations que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Vous pouvez vous inscrire à ces différents événements. Sur notre site internet, vous trouverez beaucoup d'informations, notamment notre agenda et plein d'infos sur le Léman. Je vous encourage à aller y faire un petit tour, même un long tour. N'hésitez pas. Et finalement, je me permets d'insister encore là-dessus. L'ASL a toujours besoin de votre soutien pour participer à nos différentes actions en nous soutenant financièrement, si ce n'est pas déjà le cas. Pour Merci beaucoup, une très belle soirée et à tout bientôt.